Vol Paris-Oulan-Bator en Mongolie. 9h40 de vol, avec escale et changement à Moscou. Le décalage horaire est de plus 6 heures. L'altitude moyenne de la Mongolie est de 1580 mètres. Ce vaste territoire de 1 580 000 km², soit une surface équivalente à 2 fois et demi la France, est encerclé par deux géants, la Russie au nord qui la borde sur 3000 km et la Chine dont la frontière commune s'étire sur presque 5000 km à l'est, au sud et à l'ouest. La population estimée en 2018 était de 3 229 638 habitants, soit 2 habitants au km², la plus faible densité au monde. Sa langue officielle est le mongol. Nous ferons d'Oulan-Bator, le chef-lieu de la Mongolie, les plus beaux sites du nord au sud de ce pays. Nous passerons par le lac Khosgol, au désert de Gobi. Notre périple se déroulera au mois de juillet, l'été dans ce pays. La place Gengis Khan, au centre d'Oulan-Bator, le chef-lieu de la Mongolie. La population d'Oulan-Bator est en forte croissance avec ses 1 151 500 habitants en 2010. Sur cette place, le palais du gouverneur. Le palais du gouverneur et la statue de Gengis Khan, 1125 à 1227, sur son trône. Ce guerrier intelligent et d'une extrême dureté est le fondateur d'un empire de la steppe, éphémère, mais plus vaste qu'aucun autre empire ayant jamais existé. Devant nous, la Blue Sky Tower, de 105 mètres de hauteur et de 25 étages, abrite des logements et un hôtel. La forme de l'immeuble en voile de bateau est particulièrement originale. Cet après-midi, spectacle de danse et chant diaphonique. Le chant diaphonique est une technique vocale permettant à une personne de produire un timbre vocal caractérisé par 2 notes de fréquences différentes. Un luth obscur à 2 cordes. Fin de notre spectacle. Entrée du monastère de Gandan Chinling, construit en 1809. Connu sous le nom de monastère de Gandan, est un monastère bouddhiste de style tibétain. Une petite stupa. Ce temple est le symbole de l'indépendance de la Mongolie. Le temple de Janrezib, de 42 mètres de haut, le plus visité, abrite une imposante statue de Bouddha. La statue originelle, faite d'or et de bronze, a été érigée en 1913. Elle mesurait alors 32 mètres de hauteur et était le symbole de l'indépendance mongole. 24 ans plus tard, les troupes soviétiques démantelèrent la statue. Les débris auraient ensuite servi à fabriquer des balles et à la réutilisation de pierres précieuses.
Après la Révolution démocratique en 1990, elle fut reconstruite. Cette statue de 26,50 m de haut et pesant 20 tonnes est faite en cuivre. Elle est recouverte d'or. La statue contient 2286 pierres précieuses. Elle a été consacrée par le Dalai Lama en 1996. Autour de ce Bouddha, une multitude de moulins à prière que l'on tourne 3 fois. Un autre bâtiment de style tibétain. Piste vers le nord pour le monastère d'Amarbasias Galant. Nous croisons des abris pour le bétail l'hiver. Les transferts pour notre périple en Mongolie s'effectuent en véhicules 4x4 de fabrication russe, les UAZ. Ceux-ci ont l'avantage d'avoir une garde au sol importante, facilitant le franchissement de gués, d'emporter tout le matériel au bon déroulement du voyage et d'être facilement réparable pour une avarie mécanique. Notre premier camp. En jaune, la tente messe où nous prendrons nos repas. Non loin de nos tentes, un troupeau de chevaux et de juments. Le monastère d'Amarbasias Galant est l'un des plus grands centres bouddhistes des bouddhismes tibétains en Mongolie. Sur la colline qui surplombe l'ensemble se trouve un stupa qui rappelle irrésistiblement celui de Bodhnath à Katmandou. Devant le grand stupa, 5 petits stupas. Le stupa se dresse sur la colline derrière le monastère. Nous sommes suivis par les yeux vigilants de Bouddha. À côté, une grande statue de Bouddha domine le monastère. La statue de Bouddha en réflexion. Le monastère d'Amarbasias Galant est un temple de 300 ans de splendeur, 300 ans de perfection. Sa construction a duré de 1727 à 1736. Sa construction d'un mystérieux style chinois, marié à quelques influences mongoles et tibétaines. Salle de cours des moines. Dans le bouddhisme, l'apprentissage se fait en priant plusieurs heures par jour. Une fois adulte, il pourra choisir s'il veut être moine ou pas. Dans une autre salle, de gauche à droite, Pajikju, gardien de la direction du nord, et Lamswai, gardien de la direction du sud. Non loin d'Ardennais, nous allons assister au Nadam, une fête nationale qui célèbre l'indépendance de la Mongolie par rapport à la Chine. Le Nadam a lieu du 11 au 13 juillet, et parfois tout le mois de juillet. La lutte mongole, les courses de chevaux et le tir à l'arc ont lieu. Charmante maman et son bébé. Femmes vêtues de leurs plus beaux apparats. Des lutteurs. Les épreuves de lutte restent, elles, purement masculines. Il n'est pas encore l'heure d'assister à ce combat de lutte. Nous allons devoir partir. Nous retournons dans la fête. Nous allons assister à la course des chevaux. Les courses se déroulent en pleine steppe. Les jockeys sont des enfants de 5 à 13 ans qui s'entraînent pendant des mois. L'objectif principal des courses est bien de tester l'habileté et l'endurance des chevaux. Il est intéressant d'ailleurs de noter que certains chevaux franchissent parfois la ligne d'arrivée sans leur cavalier. Et cela ne les disqualifie en rien. Le soir, nous dressons nos tentes dans ces prairies. Oyonnax, notre cuisinière, est en plein travail pour assouvir notre faim. Profitant de la belle saison, une multitude de fleurs tapissent les prairies, dont ces edelweiss.
un lys martagon, nous montons à travers un bois d'épicéa pour découvrir l'Oran, un volcan éteint dont le cratère s'élève à 1686 mètres, mesure 500 mètres de diamètre et 50 mètres de profondeur. Thierry, devant le volcan le plus beau et le plus connu de Mongolie. Il était en activité il y a 20 à 25 millions d'années. Nous en ferons le tour. On y trouve une faune et une flore abondantes. Après un transfert en 4x4, les ruines de Bebellik, qui sont en même temps celles d'une forteresse, et celles d'une importante ville détruite en l'an 840. Cette forteresse et cette ville étaient construites en argile. La partie restante est haute de 4 mètres pour une épaisseur de 2 mètres. Le campement se fait toujours à côté d'une rivière. Situé à 1656 mètres d'altitude en nous rapprochant de la Russie, nous arrivons au lac Kosgol, qui est une véritable petite mer de 2760 km², se jetant dans le lac Baïkal, situé à 195 km plus au nord, en Sibérie. Le lac Kosgol s'étend sur 36 km de long, 36 km de large et jusqu'à 260 mètres de profondeur. Il contient en lui seul 2% des réserves mondiales d'eau douce, si pure qu'on peut la boire. À l'est, dans les verts vallons d'Al-Akhzar, nous prenons notre quartier dans un petit camp de yourtes. Notre camp de yourtes avec ses sanitaires et son restaurant. Au premier plan, un yak. L'animal emblématique de Mongolie, le souslik, plus communément appelé chien de prairie. Un petit rongeur qui s'apparente à la marmotte, le souslik à longue queue. Ce sont des animaux d'une vingtaine de centimètres et de 200 à 250 grammes. En période hivernale, le souslik hiberne et réapparaît en avril. À côté, des fleurs d'Edelweiss. En soirée, nous partirons avec nos éleveurs passer une nuit en montagne où nous monterons la yourte. Éleveur conduisant son yak. Chargement du matériel pour notre sortie. Bouclage de celui-ci. Attente du yak et de son chargement pour le départ. Rassemblement des charrettes. Accompagnés des leveurs et de leur yak, nous partons pour notre nuit sous la yourte. Pour nous, il n'y aura pas de meilleur moyen de découvrir les paysages grandioses et s'imprégner du mode de vie mongol qu'à dos de cheval. Et nous voilà partis, au fond de lac Kosgol. Arrivé à notre lieu de bivouac, où une tente pour la cuisine est montée. Montage de la yourte. Nous positionnons le cerclage des murs avec la porte. Encerclement des murs avec des sangles de tension. Mise en place de l'anneau de compression, le puits de lumière, le tonneau. Nous posons les perches, puis une toile de feutre, une toile déco et l'isolant de toiture. Montage des lits de camp pour la nuitée. Installation du poêle et de sa cheminée. Le feu est attisé par notre mongol. Un yak et nos chevaux.
Au loin, des troupeaux de yaks, vaches et moutons. Yona, notre cuisinière, nous prépare notre dîner. Emmenée par Mina, notre guide, visite d'une famille du peuple Tsatan, vivant sur ce tipi. Les Tsatan mongols sont un peuple turc d'éleveurs de rennes. Des rennes avec en fond le lac Kozgol. Cette famille est très accueillante et du lait de renne nous est offert. En hiver, ils font fondre la neige pour pouvoir boire de l'eau. L'été, ils prennent l'eau du lac. Il n'y a plus que 63 familles Tsaratan. L'école est obligatoire jusqu'à 13 ans, puis ils peuvent choisir de continuer les études ou continuer la vie de nomade. Que choisira donc cette poupée ? De retour à notre camp, préparation de gambère, qui est notre coup de cœur pour le petit déjeuner. Le lendemain, la yourte est pliée. Le retour de notre expédition s'amorce. De retour à notre camp aménagé. En route pour les grandes steppes du pays. La Mongolie est majoritairement composée de prairies, de déserts et de montagnes. Mais souvent des gués sont à franchir. Notre 4x4 s'arrête car le chauffeur se doit d'aider l'automobiliste en détresse. Thierry, en charmante compagnie, et nous reprenons la piste en longeant ces montagnes de plus de 2000 mètres d'altitude. À Unchingin-Ovor, ces stèles et ce tombeau, composés d'amas de pierres, nous signalent un site funéraire. On découvre d'étranges stèles couvertes de gravures de cerfs et autres symboles. Ces stèles des premières tribus nomades dateraient de l'âge de bronze, de 3000 à 1000 ans avant Jésus-Christ. Les pierres à cerf ont été ainsi nommées à cause des motifs de cervidés aux longues cornes, rappelant l'image du cerf. Les pierres à cerf, de magnifiques vestiges du passé ornant les steppes mongoles. Dans ces steppes, troupeaux de yaks, vaches, chèvres et moutons. Un yak. Dans la ville de Moron, vente de lait de jument fermenté. Le service se fait bon enfant. Paysage verdoyant. L'Ovo, monument associé à l'origine au culte des montagnes et du ciel. On le trouve le plus souvent à des cols. L'Ovo peut être construit à partir de sable, de terre ou de branchages. Nous reprenons la piste. Repos pour nos 4x4 et nos chauffeurs. Abri pour le bétail. Les éleveurs gardent une vallée pour l'hiver à leurs troupeaux afin que l'herbe pousse au maximum. L'épaisseur de neige varie de 20 à 30 cm. Les éleveurs ne donnent donc pas de paille au bétail. C'est à eux d'aller chercher leur denrée sous la neige. Au premier plan, des grues. Le lac Takin-Zagan-Nour, niché à 2060 mètres d'altitude au cœur des montagnes du Kangay en Mongolie centrale. Appelé aussi le lac Blanc. Il mesure 16 km de large pour 20 km de long et ses eaux sont d'une pureté exceptionnelle. Pâture pour ce troupeau de moutons. Nos premiers chameaux. Ces chameaux sont natifs des steppes et des régions arides de l'Asie centrale.
Depuis toujours, les hommes doivent composer avec une nature sauvage. On peut enregistrer des différences de 80 degrés entre l'hiver et l'été. Berger mongol conduisant son troupeau de yaks. Quand le yak a des cornes, c'est qu'il a été croisé avec une vache. L'été est la meilleure saison, courte mais essentielle pour engraisser le bétail et lui permettre d'affronter la rigueur du prochain hiver. Dans la vallée de l'Orcon où nous sommes, on observera surtout ces milans. Le milan est un oiseau de proie, comme les aigles, les faucons et les vautours. Des vaches s'abreuvant. Le berger rassemble son troupeau à l'aide du klaxon de sa moto. Nous arrivons dans une petite ville sortie de nulle part. L'électricité est présente dans ce village. Épicerie où nous ferons nos courses. La yourte est l'habitation traditionnelle des familles nomades. Ce soir, nuit chez l'habitant. Comme toutes les parties en bois de la structure, les meubles sont peints en orange, avec des motifs symboliques très colorés, inspirés de la nature. En face de la porte d'entrée, un meuble de rangement sur lequel s'est installé l'hôtel familial et des photos auxquelles la famille tient particulièrement. Des lits faisant également office de canapé pour notre groupe se situent à gauche et à droite de la porte d'entrée. Entre les poteaux centraux se trouve le poêle, centre de la vie familiale. Sur lequel la mère de famille fait la cuisine. Une table basse et le petit tabouret sont disposés face à la porte de l'autre côté des poteaux. Un thé au lait de yak fermenté nous est offert. Le maître de maison nous observe. Du fromage de yak sèche à quelques endroits de la yourte. Comme ici, au point central de la yourte. Une grande partie de la journée est consacrée à la traite. Les enfants ou cet homme amèneront près des mères les petits. Qui en tétant vont amorcer la montée du lait. Ensuite, on les écarte doucement et la traite peut commencer. Des yaks en l'attente de la traite. L'élevage comme seule ressource en Mongolie. Tous les yaks, moutons et chèvres ont été rassemblés pour la nuit, à cause des loups encore présents dans ce pays. Les éleveurs ont souvent un complément de revenus avec une nuitée sous la yourte pour les touristes. Aujourd'hui, beaucoup de yourtes sont équipées de panneaux solaires. L'installation pour la nuitée se fera dans ces yourtes. Notre cuisinière est déjà en pleine préparation de notre dîner. Le lendemain, nous quittons notre famille d'accueil et leur troupeau pour nous enfoncer dans la steppe. Sur notre trajet, fleurs des steppes, sur la piste, un incident pour cette voiture. Nos chauffeurs se doivent de donner secours à cet automobiliste. Le tractage se fait non sans mal. À notre tour de se retrouver embourbés. Heureusement, un de nos 4x4 est là pour nous sortir. Le lac Kar est un magnifique lac d'altitude, se situant dans la chaîne du Kangay, à 1980 mètres d'altitude. Sur notre chemin,
Montée au volcan éteint du Korgoul. Fleurs endémiques des steppes. La lave est présente sous nos pieds. Beaucoup de monde sur la caldeira du volcan Korgoul, culminant à 2240 mètres. Son cratère de basalte vieux de 2000 ans mesure 200 mètres de large pour 80 mètres de profondeur. Dans le parc national du Corgo, un impressionnant canyon formé par des activités tectoniques, dont la hauteur peut atteindre jusqu'à 100 mètres, et la rivière Choulout coule au fond. Dans le bas de cette vallée, les éleveurs ont élevé leurs yourtes pour quelques mois. Nous arrivons au musée de l'Emag, dans la ville de Stersalergue. Ce musée est installé dans l'ancien monastère de Zayan Djedjenissoum, construit en l'année 1586. Tzerleg est un endroit idéal pour faire une halte dans notre périple et visiter son marché. Une réelle immersion dans la culture mongole. Le marché est divisé en plusieurs sections, dont une partie pour les objets plus volumineux, tels que tabourets, tables, lits, meubles, ainsi que les objets nécessaires pour la vie en yourte. Tout pour les sols et les murs. On peut également goûter au lait de jument fermenté. Dans le marché couvert, de nombreux fromages nous sont proposés, ainsi que des fruits et légumes. Un choix de viande à ne pas négliger. Et nous reprenons la piste pour le sud. Non loin de là, la source d'eau chaude de Tzerleg. Cette source d'eau chaude à 85 degrés coule toute l'année à 1830 mètres d'altitude. La région de l'Arkhankai où nous sommes est une région d'anciens volcans, ce qui explique ce phénomène. Cette eau est réputée pour ses effets curatifs. Le long de la piste, des yourtes pour les touristes. Paysages somptueux et steppes verdoyantes. Nous délaissons nos véhicules et prenons un chemin de montagne en direction du monastère de Tomgon Situ, à 2312 mètres d'altitude. En 1648, le jeune prince d'Anasbar, à l'âge de 14 ans, décide de faire bâtir un monastère dans cette montagne en forme de trône. Sur cette colline sacrée, cachée dans une pinède au milieu de cette montagne, se trouve un monastère. Le monastère pittoresque de Tofkon est devenu un lieu de pèlerinage très important pour les Mongols. C'est dans une petite cellule de pierre que le prince d'Anasbar aurait composé l'alphabet Soyombo, écriture toujours utilisée de nos jours dans les inscriptions de temples, mais qui a disparu de la vie quotidienne. Ce monastère domine la vallée de l'Orkhon. Nous voici arrivés à notre hébergement pour la nuit, où notre éleveur rassemble ses chevaux pour notre randonnée à cheval. Avec ses 80% de son territoire voué au pâturage, le cheptel de la Mongolie est de loin supérieur au nombre d'habitants. Car on estime à 31 millions de têtes. Le bétail est essentiel, car il fournit le lait, la laine et parfois même la peau et la viande. Ce veau tête sa mère afin de la préparer à la traite. Les impôts pour les éleveurs se fera par tête de bétail. On observera ces selles de chevaux, dont celle du centre est vraiment mongole. Les chutes de l'Orkhon, un flot blanc ruisselant sur la pierre noire. Ces chutes de 16 mètres de hauteur et de 5 mètres de large sont tout simplement magiques.
C'est la rivière Utsan-Tsugalan qui forme ses chutes en se jetant dans la rivière Orkhon. Nous suivons la rivière de l'Orkhon pour arriver à nos yourtes envahies par des chèvres. Ce soir, au dîner, un barbecue de mouton mongol nous est proposé. La cuisine où le mouton est dépecé. Le mouton est dépecé. Les abats sont séparés et mis dans une grande bassine. Nous allons nous rendre dans la yourte en blanc, près de la cuisine. Et la cuisson du mouton se fera ici. Les abats seront également un bon plat pour nos éleveurs. Vue de l'ensemble de la cuisine. Voici donc le barbecue traditionnel mongol. La technique de base consiste à cuire la viande, ici du mouton, sur des pierres qui ont préalablement été chauffées à même le feu. Les pierres chaudes sont donc posées sur des morceaux de viande du mouton. À la fin, des pommes de terre sont placées sur le dessus. Un peu de sel. On ferme hermétiquement et on laisse cuire sur le poêle pendant environ 1 heure. Vient ensuite la dégustation de ce mouton. Et à la fin, on en redemande. Nous repartons dans les steppes pour retrouver les moutons et les chèvres. Nous voici au monastère d'Andunzu, temple joyau construit entre 1585 et 1586. Son mur d'enceinte comporte 108 stupas encastrés à espaces réguliers. Ici, des touristes mongols en costume d'époque posent pour la photo. Costume de l'époque du monastère. Richesse des vêtements pour ces femmes. Le monastère d'Andunzu, un haut lieu de la religion bouddhique en Mongolie. Ce monastère composait de nombreux temples bien conservés. En 1939, un dirigeant communiste a détruit le monastère lors d'une purge. Dans ce monastère, 3 petits temples et le mur externe avec les stupas sont restés. Les temples sont devenus alors musées. Nous retrouverons la steppe. Le lendemain matin, nous sommes invités chez nos voisins de notre campement à boire du lait de chèvre fermenté. Dans cette contrée, il n'y a pas d'arbres. La seule ressource pour alimenter le poêle sont les excréments de chèvre, de la bouse de bovin ou de chameau. Sur cette valise, des fromages de chèvre sèches. Piste pour Karakorum, l'ancienne capitale, tout en longeant le massif granitique du Konukan qui domine la steppe verdoyante. Nous quittons les vertes montagnes du Kangei pour nous diriger vers le désert de Gobi. Le monastère d'Ongui fut l'un des plus importants de Mongolie. Fondé en 1660, il était composé de 2 complexes. À son apogée, il abritait près de 30 temples, 4 grandes universités bouddhistes et plus de 1000 moines. Dans les années 1930, l'armée communiste russe a détruit le monastère, exécuté plus de 200 moines et emprisonné la plupart des survivants, qui ont dû rejoindre des unités spéciales de répression. Dans ce monde devenu fou, des milliers de peuples continuent la bataille de la vie en se servant de ce que la nature leur offre, les chameaux.
Ces chameaux de Bactriane, élevés dans le désert de Gobi, sont une manne céleste pour les Mongols. Ces chameaux sont utilisés pour le transport, leur laine et la viande pour les familles nomades. Aujourd'hui, c'est l'été et leur laine est absente suite à leur tonte. Ils peuvent voyager sur une longue distance sans nourriture et boisson. Habituellement, un chameau boit environ 60 litres d'eau une fois tous les 2 jours. Il peut survivre facilement une semaine sans eau. En hiver, les chameaux mangent la neige au lieu de boire. Il peut également rester 8 jours sans nourriture. En s'élançant sur un lac en partie asséché, notre 4x4 s'embourbe. Heureusement, le deuxième 4x4 est là pour lui prêter secours. Nous approchons du Grand Gobi, paysage luxuriant. Le Gobi, un désert pas comme les autres. Un paysage à nous couper le souffle. À notre arrêt, des enfants raccourent pour nous proposer leur création. Sur ces falaises, des arbres appelés le saxaoul. Cette espèce n'existe qu'en Asie centrale. Ces forêts de saxaoul préviennent de la dégradation et de l'érosion des dunes. Cet arbuste épineux d'environ 2 mètres de hauteur prolifère dans les alentours et sert d'alimentation aux chameaux. Plus au sud, les falaises enflammées de Bayanzak. Témoin d'une époque où la Terre était encore peuplée de gigantesques créatures, les dinosaures. Le paléontologue Roy André fut le premier à découvrir des os et des squelettes de dinosaures en 1922. En 2 années de fouilles, plusieurs centaines d'ossements furent déterrés. Cette plaine comporte plusieurs falaises de sable sédimentaire où l'on a trouvé plusieurs fossiles de dinosaures. Ces falaises ocre sculptées par l'érosion rappellent des paysages de l'Ouest américain. Nous faisons le plein de nos jerrycans en eau. Et maintenant, ascension du mont Kazgay à 2000 mètres d'altitude. Dans le Gobi, les températures s'échelonnent entre plus 40 degrés en été et atteignent moins 40 degrés l'hiver. Ces montagnes voisines culminent à plus de 2500 mètres d'altitude. Gravure rupestre de l'âge de bronze, 3000 à 1000 ans avant Jésus-Christ. Ici, des chameaux. Et maintenant, des bouquetins. Nous trouverons un abri dans cette yourte pour le repas du midi, car le vent souffle fort. Aujourd'hui, beaucoup de yourtes sont équipées de panneaux voltaïques et d'antennes satellites. Ce soir, nous passerons la nuitée dans ces yourtes. Dîner pour notre groupe. Le lendemain, nous sommes partis pour une randonnée à dos de chameau. Errer dans le désert de Gobi à dos de chameau est une expérience inoubliable. Les dunes de Kongor sont les plus spectaculaires de Mongolie. Elles s'étirent sur plus de 180 km de long et 20 km de large. Au pied de ces dunes, un petit arbuste donnant des fruits non comestibles. Ascension de cette plus haute dune de 120 mètres de dénivelé. On peut entendre le son produit par les masses de sable se déplaçant, d'où le nom de dune chantante. La vue sur le désert est tout à fait saisissante. Au pied de ces dunes paissent des vaches.
Une antilope. Elles sont en voie de disparition. On ne les trouve plus guère que dans les steppes et les déserts semi-arides. Après un transfert, nous voici dans une vallée aux allures de terre promise, affublée d'un charme irrésistible. C'est aussi une zone protégée par de magnifiques montagnes pouvant culminer jusqu'à 2850 mètres. La randonnée nous emmène dans cette superbe aire. L'approche peut se faire également à cheval. Les parois se font plus abruptes. Nous arrivons dans le canyon d'Yole. À une altitude de 2500 mètres, le canyon d'Yole forme une gorge si profonde, si étroite, qu'à certains endroits, 2 personnes peuvent y passer en même temps. Le Gypaète barbu, Yole en mongol, a donné le nom à la vallée Yolinham, littéralement à la gorge au Gypaète barbu. Identifiable en vol grâce à sa grande envergure, 2,60 m à 2,90 m, ses ailes sont étroites et pointues. Sa longue queue cunéiforme lui donne une taille fine et élancée. Le plumage du ventre et de la tête de l'adulte est blanc. Il possède un iris de couleur paille entouré d'un cercle orbital rouge. Ses moustaches qui descendent sous le bec ou allure de barbe permettent de le reconnaître même de loin. Il arrive quelquefois de se trouver devant des passages délicats où l'utilisation des mains est nécessaire. Nous sortons du canyon. La gerboise de Mongolie, ou encore Mérione de Mongolie, est un petit rongeur. Ce petit rongeur de caractère sociable, curieux et joueur, est un grand acrobate. Sur cette crête, l'ibex de Gobi. Sa taille moyenne est de 1 m à 1 m 10. La longueur moyenne des cornes est de 90 cm à 1 m. Cet animal se chasse en montagne dans des conditions difficiles. Fin de notre voyage en Mongolie.